provoqué par le terrible accident d'une usine de produits chimiques. Vous vous en souvenez peut-être de l'entreprise AZF à Toulouse, le 21 septembre, qui, c'était en 2001, qui a fait 31 morts et près de 2500 blessés. Le projet de loi de 2003, lui, relatif à la prévention des risques technologiques et naturels, à la réparation des dommages, aura fait avancer la culture de sécurité en France. Mais l'histoire parlementaire aura aussi retenu qu'à l'occasion de ces débats, un rendez-vous n'a pas encore été honoré, celui de travailler sur les infrastructures de transport de matières dangereuses, comme les ports fluviaux, maritimes, les gares de triage, les centres routiers. Ce rendez-vous avait déjà été pris dans le cadre des 90 propositions de la commission d'enquête parlementaire, ouverte quelques jours après le drame d'AZF. Peut-être avez-vous revu les notes de l'époque. Et puis, les choses ont été faites autrement, et je vous propose, mes chers collègues, d'honorer ce rendez-vous qui avait été pris à cette occasion. Les infrastructures ont fait l'objet de nombreux débats à l'occasion de la loi de 2003, à commencer par la ministre de l'époque de l'écologie et du développement durable, Roselyne Bachelot, elle-même qui indiquait dans son intervention générale de première lecture qu'elle avait, je cite, pris l'initiative avec son collègue Gilles de Robien de lancer une réflexion sur la sécurité des nœuds de transport comme les ports et les gares de triage, sujet primordial sur lequel on ne s'était pas sérieusement penché jusqu'ici. Nous étions en 2003. Le fruit de ce travail est gravé dans le marbre de la loi à l'article L. 551-2 du Code de l'environnement et propose la mise en place d'une étude de danger révisée tous les 5 ans pour ce type d'infrastructure. Mais ce résultat est bien maigre au regard des enjeux soulevés tout au long des débats de 2003, où les députés de chaque banc ont souligné l'importance de légiférer sur ces infrastructures de transport. L'article L. 551-2 est une rustine qui avait été posée temporairement sur ce sujet face à l'urgence collectivement admise de traiter en priorité les entreprises dites Seveso seuil haut. Il a donc été décidé, en 2003, dès le débat parlementaire, qu'il faudrait y revenir plus tard. Comme souvent, cette rustine a été du provisoire qui dure. Il est désormais temps d'avancer sur ce sujet, avec l'ambition de respecter les équilibres trouvés à l'occasion des débats de la loi de 2003 et depuis, puisque cette loi a été enrichie les années suivantes, et jusqu'à aujourd'hui encore. Et il est nécessaire de rouvrir ce chapitre pour que les infrastructures de transport de matières dangereuses soient comprises comme des sites Seveso seuil haut et qu'à ce titre, ils soient soumis à des plans de prévention de risques technologiques. Si l'écriture de ma proposition de loi a étonné certains de mes interlocuteurs, je reste convaincu qu'intégrer cela de cette manière apportera beaucoup et protégera les populations vivant dans des zones où sont chargées, déchargées ou stockées des matières dangereuses. Aujourd'hui, les riverains vivant à proximité de ces infrastructures ignorent pour beaucoup qu'ils vivent dans un lieu dangereux et n'ont même pas la même culture de la sécurité que ceux qui habitent dans des zones classées Seveso seuil haut, acquise d'ailleurs, cette culture de sécurité, d'autres appellent ça la culture du risque, acquise depuis la loi Bachelot. Cette distinction, je la ressens dans la circonscription où je suis député, à Gonfreuil-Lorcher. Les habitants vivent en face d'une très grande raffinerie et de sa zone pétrochimique. Ils l'entendent, ils la sentent parfois, ils vibrent parfois et ils voient les torches quand il y a des soucis. De ce fait, ils sont conscients des risques et s'adaptent très bien d'ailleurs à cette manière de vivre et de savoir se protéger parce que bien informés de ce qui s'y passe. Les plans de prévention des risques technologiques ont permis de travailler pour valoriser cette culture et permettre aux gens de renforcer leur sécurité. Cette philosophie, j'ai vu son résultat dans cette ville où j'étais maire. Malgré pas moins de 16 entreprises Seveso seuil haut et autant de cercles de danger avec des responsabilités imbriquées, extrêmement complexes, tous les acteurs ont dialogué et ont pu évoluer collectivement et faire évoluer collectivement la question des risques. Grâce à un choix local ayant favorisé la dynamique de nombreux travaux mis en conformité, ont été menés sans que les riverains n'aient à avancer de montant de leurs travaux. Cette réussite a fait beaucoup de bien aux habitants et a fait beaucoup de bien aux industriels, puisque c'est aussi important de penser aux industriels qui ont pu mieux se comprendre, faire accepter dans le dialogue leurs procédés dangereux pour nous, mais indispensables pour l'économie du territoire, pour l'économie du pays. L'acceptabilité de la présence économique, même à risque,
est très importante. Aujourd'hui, si vous voulez développer une usine à risque, il n'y a plus un seul endroit dans notre pays où la population accepterait cette idée. Or, les territoires où il existe des usines à risque, où il existe des infrastructures de transport, si le travail est fait autour, eh bien, on renforce cette acceptabilité de cohabitation. En parallèle de cette situation de Gonfreville-Orcher, dans le quartier des Neiges au Havre, qui est à côté d'un terminal portuaire classé dangereux, les habitants ignorent tous des risques auxquels ils sont exposés. Personne ne s'attendait d'ailleurs à ce que la préfecture leur indique, via un porté à connaissance fin 2019, qu'ils vivaient dans une zone dangereuse, qui nécessitait des restrictions d'urbanisme qui les empêchent d'agrandir leurs biens et les dévalorisent considérablement. Ce porté à connaissance a été transmis de la préfecture à la mairie et rien n'a été communiqué officiellement à la population depuis. Enfin, ça a été fait par un courrier, mais il n'y a pas eu de réunion publique, par exemple, même s'il y a eu Covid, mais comme c'était avant le Covid que l'information avait été donnée à la mairie. D'une part, cela laisse croire que l'État se déresponsabilise auprès d'une mairie, et d'autre part, cela érode la confiance que les habitants portent à l'État et aux exploitants des infrastructures. Et enfin, cette mesure a été vécue comme une très grande injustice. Et cela d'autant plus que les habitants du quartier des Neiges avaient connaissance du travail collaboratif réalisé, dans le cas des PPRT, à Gonfreville-Lorcher, deux zones étant proches, tant historiquement que géographiquement, et dans le même établissement public de coopération intercommunale. La reprise du débat sur les plans de prévention des risques technologiques appliqués aux infrastructures de transport de matières dangereuses permettra l'égalité de traitement des riverains en utilisant au mieux les deux phases d'un PPRT. La première, et il faut l'avoir en tête, elle est fondamentale, c'est la réduction du risque à la source. Dans le cadre d'infrastructures portuaires, on peut par exemple déplacer le lieu de stockage temporaire de matières dangereuses plus loin des habitations pour les faire sortir des cercles de danger. Par rapport au PPRT, j'ai une anecdote éclairante à ce sujet. L'une des usines les plus polluantes, entre guillemets, en termes de risque, à Gonfreville-Lorcher, avait une zone de risque de 2 km de rayon. C'est-à-dire la moitié de la ville était concernée par cette zone de risque. Et cette usine, dans le cadre du PPRT, s'est dit que s'il fallait appliquer la loi au PPRT à cette situation, et elle était complètement pas en mesure de racheter les maisons, puisque tout le monde était dans une zone dangereuse et tout. Et donc, elle a appliqué à son process de fabrication, qu'elle a revu complètement. Et depuis, le gaz dangereux, qui était de l'hydroxyne fluoré, n'est plus utilisé dans la fabrication du produit fini de cette usine. Et donc, le périmètre de 2 km a été réduit, et maintenant, la zone de danger ne sort pas des clôtures de l'usine, parce que la démarche PPRT a obligé l'industriel à revoir sa copie et donc à revoir la question des risques. Et c'est pour ça que c'est une base intéressante et qu'il fallait travailler avec cela. La deuxième qui apparaît, lorsque la réduction du risque à la source n'est pas satisfaisante, c'est le travail avec les exploitants, avec la population, avec les responsables politiques locaux, avec tous les services de l'État, afin que tout le monde se mette d'accord pour procéder à la prévention des risques et à l'indemnisation des habitations impactées, suivant les éléments établis justement par le plan de prévention des risques technologiques. Je rappelle l'ordre. On écrit d'abord le plan de prévention des risques technologiques, c'est-à-dire transparence complète sur ce qui se vit sur ce territoire. Et une fois qu'on a fait ce plan de prévention, qu'on connaît les zones, qu'on connaît l'impact des zones, etc., on réduit le risque à la source pour justement réduire l'impact sur les habitations, sur les entreprises à côté, sur les gens qui passent sur les autoroutes à côté. On se rappelle Toulouse, hein, la route à grande circulation qui passait à côté de l'usine. Il y a tout ça dans cette réflexion. Donc on travaille sur tout ça. Et au bout du bout, si on considère qu'il y a encore des gens en situation de danger létal, imminent, eh bien, on travaille à l'indemnisation, au fait de renforcer l'habitat et de travailler sur toutes ces infrastructures. Donc aujourd'hui, la priorité pour y remédier, c'est de mener des réflexions sur cette réduction à la source et ensuite d'améliorer considérablement la manière dont les études de danger sont portées à la connaissance des riverains. Voici donc l'enjeu de l'article unique proposé ici. Afin de ne pas perturber la philosophie des PPRT, parce que démonstration a été faite que c'était une philosophie intéressante, c'était un compromis intéressant, puisque cette loi, c'est un compromis avec les différents acteurs. Les ouvrages d'infrastructures routières, ferroviaires et portuaires et de navigation intérieure, on vous propose de les intégrer dans cette loi. Les installations multimodales où sont stockées, chargées, déchargées des matières dangereuses, ainsi que les entreprises de transport routier de matières dangereuses, donc de les intégrer à la sous-section
de la section du Code de l'environnement qui porte sur les installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Cette sous-section porte sur les obligations de prévention des riverains ou des entreprises à proximité. Elle met en place un système de gestion de la sécurité et un plan d'opération interne. Elle crée des servitudes d'utilité publique permettant aux riverains de savoir comment leurs habitations seront traitées. Voilà rapidement l'introduction qui vous permet de bien comprendre le seul enjeu que je donne à cette proposition de loi, c'est d'améliorer la sécurité des riverains. Mon seul souci, c'est l'humain. C'est l'humain qui doit passer au-dessus de toute autre considération et qui doit être au cœur de toutes ces politiques de gestion des risques. Et si j'étais un peu provocateur, et comme je le suis, quand il s'agit de protéger les gens, j'ai entendu ces derniers mois quelqu'un dire « ça coûtera ce que ça coûtera », mais l'important, c'est de protéger les Français. Alors, quoi qu'il en coûte, je vous invite à examiner de près cette proposition de loi. Elle aura des conséquences concrètes sur les exploitants de ces infrastructures, mais aussi ce qui a été dit en 2004 lors de l'entrée en vigueur des PPRT pour les usines Seveso à seuil haut. On a parlé à l'époque, et ceux qui l'ont vécu, et vous le reverrez dans les textes de l'époque, on a parlé de mettre en danger la compétitivité des usines françaises à l'époque. C'est-à-dire qu'on a dit, si vous appliquez ça en France et si vous demandez aux usines de s'impliquer, y compris financièrement, dans la loi que l'on met en place, vous allez entraver, vous allez aggraver la compétitivité des usines. Démonstration a été faite que ça n'a pas été ça, bien au contraire. On a amélioré la relation entre les usines et tous les acteurs de proximité. On a redonné une dynamique économique à ce secteur économique dangereux. Et donc aujourd'hui, force est de constater que cette loi est une réussite et qu'il n'était pas nécessaire de réécrire totalement une autre loi, mais de considérer que ce qui avait été retiré à l'époque, c'est-à-dire les transports de matières dangereuses, la manipulation des matières dangereuses, parce que, et ça a été dit, y compris par les services de l'État, on ne peut pas tout faire en même temps. On a considéré que la priorité des priorités, c'était les usines Seveso seuil haut. Aujourd'hui, je vous invite à compléter ce texte, à poursuivre ce texte, en considérant qu'on y ajoute, qu'on y remet ce qui avait été retiré à l'époque. Et ainsi, on va avancer pour mettre notre population en sécurité. Merci à vous.